création, la FSU opte, ça a été rappelé plusieurs fois, je crois, depuis ce matin, pour le droit de tendance comme garantie d'une vie syndicale démocratique. On avait donc à la création de la FSU Unité Action, qui était largement majoritaire au sein de la nouvelle fédération, et École émancipée, qui ont fait le choix de ce triple fondement de la FSU, les syndicats nationaux, les sections départementales et les tendances. Donc Jean-Michel a été au secrétariat national de la FSU au titre de l'école émancipée. Il est aujourd'hui secrétaire général de l'Institut de recherche et a d'ailleurs contribué à plusieurs ouvrages, dont le tome 2 de l'histoire de la FSU. Je ne pose même pas la question. Merci. Je suis évidemment en total accord avec tout ce qui a été dit déjà par rapport à ce qu'a été la création de la FSU, pourquoi, comment, etc. Mais il y a un petit truc qui, pour moi, fait une petite différence. C'est qu'on a l'impression à écouter que ça allait de soi. Tout était simple. Il y avait une dynamique et il n'y avait plus qu'à la suivre. Eh bien, je ne crois pas. Pour moi, 93, c'est une révolution. Ceux qui me connaissent un peu ne s'étonneront pas que je choisisse ce mot. Mais pourquoi ? Ce qui devait être un enterrement de première classe du syndicalisme de transformation sociale s'est transformé en ce que j'appelle, moi, une petite révolution, la création de la FSU et de Solidaire. Quant à nos adversaires, dont il a été dit qu'ils visaient la grande unification avec la CFDT, FO, etc., sous le parapluie du PS, ils ont fini glorieusement à l'UNSA. On a aujourd'hui tendance à penser que le choix d'une FSU allait de soi. Je suis content que Lafontant ait rappelé que non, il y a eu quand même des débats tout à fait légitimes pour savoir et pourquoi on ne va pas à la CGT. Pourquoi est-ce que nous allons rajouter à la division la FEN, FO, la CFDT, la CGT? Eh bien, on va rajouter une. Ça n'allait pas de soi. Ça s'est discuté. Ça s'est d'autant plus discuté que ce n'était pas simple. Et ça a été dit également par Pierre pour le SNES et Gérard. On avait à la fois des syndicats qui sortaient avec bagage et fonctionnement. Le SNES et le SNEP, effectivement, ils sont exclus de la FSU, de la FEN, pardon. Ils sont exclus de la FEN, ils peuvent continuer tout seuls. Ils peuvent continuer tout seuls, ils ne le font pas. Mais par contre, les gens qui sont dans le SNI, Unité Action École émancipée, qui doivent créer un nouveau syndicat, les gens qui sont dans des petits syndicats, dans des petits secteurs, qu'est-ce qu'ils font? Comment on construit cette nouvelle fédération? Alors moi, ce dont je voudrais parler, c'est de la révolution de deux tendances qui sont Unité Action et l'école émancipée. Parce que je pense que sans cette révolution-là qui s'est passée en leur sein, tout cela n'aurait pas eu lieu. Même si les conditions étaient nécessaires pour qu'il y ait une révolution, il faut beaucoup de conditions. Il faut évidemment en avoir marre du passé et que ce passé soit insupportable. Mais il faut aussi avoir envie de faire autre chose. Et ça, nous l'avions. Mais après, il faut aussi des acteurs. Et on fait forcément avec les acteurs de l'ancien monde, pas celui encore du nouveau. La création de la FEN s'est faite sur un choix intelligent qui était celui des tendances. Je rappelle, pour tous ceux qui ont beaucoup moins de 70 ans, que la FEN, c'est le refus du choix entre la CGT et Force ouvrière. Et ce refus se fait grâce à la création des tendances. C'est la motion Bonicel-Vallière. Vallière qui était école émancipée déjà à l'époque. Et ce choix des tendances, qui était un choix intelligent, comme dirait Gérard, qui devait permettre de cohabiter, de construire, etc. Au fil des ans, il s'est transformé en une caricature qui était des débats figés. Je me rappelle, j'ai vécu la FEN pendant des années et des années. Et je me rappelle les congrès de la FEN, ça on savait faire. On arrivait, on avait notre texte tout prêt, on connaissait à peu près le lore, et chacun déroulait son truc.
On connaissait la fin avant le commencement. Quel intérêt? Donc, il aurait été possible de dire, finalement, il faut arrêter avec ces tendances. Il y en a d'ailleurs beaucoup aujourd'hui dans le monde qui théorisent le fait que les tendances et la démocratie, finalement, c'est pas si important que ça. Qu'il suffit d'un bon dirigeant et puis tout se passe bien. Je pense au contraire, moi, et je le défends, que les tendances, c'est la garantie du succès, c'est la garantie de la démocratie, c'est la garantie de la transparence. D'ailleurs, trouvez-moi une organisation où il n'y a pas de tendance, officiellement ou pas. Et dans beaucoup, c'est pas. Il n'y a pas de tendance. Mais vous regardez le déroulement du Congrès, et puis vous vous dites, tiens, quand même, c'est bizarre, il doit se passer des choses. Personne ne comprend de quoi je parle, mais moi, je me vois très très bien. Les tendances, comme ça a été dit, c'est accepter de prendre en compte ce qui est la diversité des personnels, ce qui est l'ensemble des aspirations, des revendications, et de les formuler. Mais c'est aussi accepter de prendre en compte qu'il n'y a pas une seule voie pour obtenir la satisfaction de ces revendications. Non, la question de l'action est aussi une question qui fait débat, bien évidemment. Si, comme l'a rappelé Paul tout à l'heure, on veut associer l'ensemble des syndiqués et des personnels au débat, et c'est ce que nous faisons tous en tant que militants dans nos établissements. Quand nous décidons une grève, quand nous débattons de l'action, etc., comment faire autrement que de débattre avec l'ensemble, non seulement des syndiqués, mais des personnels? C'est ça, la démocratie. C'est ça, véritablement, qui fait la vie, et ça a été dit par beaucoup, de la fédération. Et la révolution que nous avons faite au niveau d'Unité Action et des écoles émancipées, ça a été de trouver ce qui fait la force du débat démocratique, comme l'a dit Gérard, c'est-à-dire non pas un affrontement de tendances, mais un travail commun pour rechercher la synthèse. Une écoute réelle et une volonté de prendre tout ce qui fait avancer. Cette révolution, nous, écoles émancipées, nous l'avons payée d'une scission. Il n'y a pas de quoi se réjouir d'une scission. Mais quand elle s'impose, parce que c'est ça ou c'est renoncer à ce qui est l'avenir, alors il faut la faire. Pour Unité Action, ça s'est joué probablement beaucoup autrement, et je ne vais pas parler à leur place. Mais en tant que membre de la FSU, je peux par contre dire des choses. Où est-ce que ça s'est joué? Ça s'est joué dans le SNUIPP. Ça s'est joué dans ce syndicat qu'il a fallu construire à partir d'une équipe école émancipée, Xal, Sophie, Laurent, Isabelle Sargeny, qui n'est plus parmi nous, et bien d'autres. Mais aussi avec Daniel Lebray, Nicole Genex, qui, dans Unité Action, ont mené la bataille. Sans ça, il n'y aurait pas eu. Et ça, c'est resté... Pour moi, je vous assure, quand on parle de la FSU, je commence toujours par me dire comment ça se passe au SNUIPP. Parce que, voilà, c'est là que ça s'est créé, c'est là que ça s'est fait. Et ça n'avait rien de naturel. Enfin, je vous assure qu'ils se détestaient autant que nous, Unité Action École Émancipée, au SNES. Non, non, bien sûr. Pas vous, mais nous. Simplement nous, alors, simplement nous. On savait débattre avec conviction. Les tendances, le débat, la construction, permettez-moi de l'illustrer, et ce qu'est la FSU, permettez-moi de l'illustrer par 2 ou 3 petits exemples très vite. La grève reconductible, c'était le mot d'ordre de l'école émancipée. C'était simple. Unité Action était pour les grèves de 24 heures. Les journées d'action, et l'école émancipée était pour la grève reconductible. Et donc, c'était simple. Vous finissiez un texte action, on avait. C'est resté, on était convaincus, nous, école émancipée, que la grève reconductible, c'était un outil indispensable. Bon, mais on n'a pas continué à proposer. Et puis un jour, en 2003, la décentralisation, les TOS,
une nouvelle réforme des retraites et des grèves reconductibles qui démarrent dans certains départements, le 31 par exemple. Et à force de discussion, d'écoute réciproque, le CDFN de la FSU a appelé à la grève reconductible. Ça ne nous a pas fait gagner. Eh oui, mais vous rigolez. Mais ça a été dur pour nous de se dire on a gagné sur la forme d'action et pourtant on a perdu. Pourquoi on a perdu? À cause du bac. Eh oui. En juin, il y avait le bac. Donc les parents, donc etc. etc. Bon, mais je ne vais pas développer ça, c'est pas l'objet. Autre exemple. Le SNUIPP, on se calme. Autre exemple. Vous avez sans doute vu hier, je crois que c'est hier après-midi, la sortie d'un communiqué de la FSU concernant ce qui se passe de façon insupportable, horrible en Palestine et en Israël. Hier. C'est long. C'est long par rapport à l'événement. Oui, mais ce communiqué, il est le fruit du travail collectif, pas seulement des tendances, des syndicats, etc. Et tout le monde sait ici que partout, dans toutes les organisations, pondre un communiqué sur ce qui s'est passé en Palestine, qui ne soit pas une absurdité ou une aberration, c'est loin d'être simple. Eh bien, je trouve que le communiqué de la FSU est excellent. Et je le dis très tranquillement. Autre exemple, la bataille que nous avons menée dans la FSU pour que la FSU prenne position sur le non au TCE. Bataille difficile, pourquoi? Parce qu'elle nous amenait sur le terrain politique. Et que par définition, ça a été dit par beaucoup, nous, la FSU, dès qu'il s'agit de la politique, non pas parce qu'on ne fait pas de politique les uns et les autres, hein, restons raisonnables, mais parce qu'effectivement, nous tenons à notre indépendance syndicale par rapport à ça. Or, la bataille sur le TCE, nous étions convaincus, et pas que nous, des gens dans Unité Action étaient convaincus que c'était une bataille certes politique, mais dont le syndicalisme devait se mêler. Il y avait des collectifs unitaires, il y avait etc. Et nous avons fini ensemble par trouver les formulations, les formes nous permettant, en tant qu'FSU, de prendre part à cette bataille. Mais, chers amis, chers camarades, cette révolution, elle n'est pas achevée. Le syndicalisme aujourd'hui est à nouveau figé dans ses habitudes, ses réflexes, qui ne lui permettent pas toujours de comprendre les transformations du monde du travail, y compris celui du service public d'ailleurs, notamment par la contractualisation. Jean-Marie Pernaut a écrit, juste avant le mouvement social, dont il parlera cet après-midi, un livre sur, en gros, la fin du syndicalisme. Je ne crois pas ça. Mais par contre, si Jean-Marie vous parlera cet après-midi, Jean-Marie Pernaut, vous parlera cet après-midi de la grande unité, c'est-à-dire celle qui va de la CFDT à la CGT et que nous avons trouvée dans ce mouvement des retraites et qui a démontré la force de mobilisation qu'elle représente. Pour autant, moi, je vais vous parler de la petite unité qui a été évoquée un petit peu tout à l'heure, celle qui concerne la CGT, Solidaire, la FSU. Pourquoi? Parce que c'est le syndicalisme de transformation sociale et qu'il faudra bien, un jour ou l'autre, que nous arrivions à faire converger ces forces. Je ne sais pas vous, mais moi, cet hiver, dans les manifestations, très souvent, j'ai entendu mes camarades de la FSU, et moi-même, pourquoi pas, crier à la grève générale.
Parce qu'évidemment, c'est ça qu'il nous aurait fallu. Il ne suffit pas d'appeler à bloquer le pays, encore faut-il le faire. Mais comment est-ce qu'on... À quoi ça sert de crier? C'est comme l'histoire de la grève reconductible. Si on ne discute pas avec les gens, les syndiqués, les salariés, qui vivent telle et telle condition de travail, telle et telle condition de rapport au patronat, etc. Or ça, nous avons besoin, nous, de sortir de cette autonomie-là. Vous l'avez compris, j'espère que cet après-midi, le débat sur l'avenir du syndicalisme, celui du XXIe siècle, va nous permettre d'avancer dans cette voie. Mais je vous assure que les révolutions, ce n'est pas simple, mais qu'est-ce que c'est bien. Merci Jean-Michel.